Bonjour. Alors, vu les circonstances exceptionnelles, et donc vu notre incapacité de nous rassembler pour faire un cours normal, je vous propose dans ce qui suit un ensemble de capsules dans lesquelles vous trouverez une reproduction tant bien que mal du cours qu'on aurait fait en classe. Donc ici, vous avez le même cours que j'ai sur la plateforme, dans lequel j'ai simplement détaillé quelques démonstrations ou améliorer des formules comme je l'aurais fait habituellement au tableau. Alors on va définir pour commencer une spin orbitale. Donc c'est une fonction à un électron, c'est-à-dire elle dépend des variables d'espace et de spin. De manière générale, cette spin orbitale est la composition de deux termes qu'on voit apparaître ici. La fonction alpha correspond au spin vers le haut et la fonction bêta correspond au spin vers le bas. La fonction phi de r est appelée orbitale, c'est la fonction tout simplement d'onde qu'on aurait trouvée en résolvant par exemple l'équation de Schrödinger pour un Hamiltonien déterminé. On voit que l'on peut définir deux spins orbitales. La première ici correspond au spin vers le haut. Alpha égale 0 si sigma est vers le bas. Alpha égale à 1 si sigma est vers le haut. Pareil, ici, phi bar de x égale au produit de la fonction orbitale fois la fonction de spin, bêta. Bêta égale à 1 si sigma est vers le bas et bêta égale 0 si sigma est vers le haut. Rappelons simplement que les fonctions de spin alpha et bêta sont complémentaires l'une de l'autre. Je précise que la coordonnée x, dont dépend la fonction grand phi, est l'ensemble des coordonnées d'espace petit r et la coordonnée de spin. Ces deux fonctions phi de x et phi bar sont orthonormées, telles que vous le voyez là. Module de phi x égale module de phi bar de x égale à 1. Le produit scalaire de phi avec phi bar égale le produit scalaire de phi bar avec phi et c'est égal à 0. La démonstration est très simple. Il suffit de venir par exemple dans l'expression du module, de remplacer phi étoile par phi étoile fois alpha et phi x par phi de r fois alpha. Je fais alors apparaître l'intégrale de alpha carré que je vois ici, que je vais séparer de l'intégrale radiale de phi de r. Alors l'intégrale de alpha carré étant égale à 1, il vous reste simplement la norme de la fonction d'onde que je suppose égale à 1. De la même manière pour l'orthogonalité, il suffit de venir remplacer dans le produit scalaire de phi par phi bar la fonction phi qui va faire apparaître alpha et phi bar qui va faire apparaître bêta. Vous aurez alors l'intégrale de alpha bêta et j'ai montré la semaine dernière que cette intégrale-là, elle est égale à 0. Maintenant, du fait que vous avez un système à n électrons, donc chaque électron est représenté par sa spin orbitale phi1, phi2 jusqu'au l'électron n. La fonction d'onde, c'est n électrons, n'est autre qu'une combinaison linéaire des fonctions d'onde obtenues par permutation des électrons. Alors, je vous donne ici un exemple. Vous avez un système de n particules, donc indépendantes évidemment. Le produit, c'est phi1, phi2, phi3 représente la fonction d'onde totale. Et toute combinaison linéaire que je viens ici multiplier par plus ou par moins est une fonction d'onde de mon système. La forme antisymétrique, puisqu'il s'agit d'un ensemble d'électrons qui sont donc des fermions, la fonction d'onde doit être antisymétrique et un déterminant de Slater. Alors, c'est quoi un déterminant de Slater? C'est une forme que j'ai ici, dans laquelle le 1 sur racine de n factoriel représente tout simplement le coefficient de normation, et dans lequel les colonnes sont représentées toutes par les fonctions d'onde des électrons i allant de 1, 2 jusqu'à n, et les lignes, vous venez remplacer simplement la première ligne par la coordonnée du premier électron, la deuxième ligne par la coordonnée du deuxième électron, et ainsi de suite jusqu'à la coordonnée n par la ligne n par les coordonnées du nème électron. L'intérêt du déterminant, c'est qu'on sait que la permutation de deux coordonnées d'espace et de spin correspond tout simplement à une permutation de deux lignes,
C'est-à-dire ici, si je viens permuter l'électron 1 avec l'électron 2, eh bien tout simplement, c'est comme si je permutais la ligne 1 avec la ligne 2. Le déterminant s'en voit alors changer par un signe moins. Le déterminant de Slater satisfait donc le principe d'antisymétrie. En effet, un déterminant change de signe lorsque l'on permute deux lignes ou deux colonnes. Cette propriété reste tout à fait valable quand vous avez une combinaison linéaire de déterminants. Alors, on peut très bien aussi construire une fonction d'onde antisymétrique en appliquant ce qu'on appelle des opérateurs d'antisymétrisation. Ça veut dire c'est un ensemble d'opérateurs qui vont rendre une fonction d'onde antisymétrique. Alors, l'ensemble des permutations de n objets est un groupe appelé groupe symétrique, noté Sn. Une permutation qui se contente d'échanger deux éléments i et j en laissant tous les autres inchangés, on va l'appeler une transposition. On utilise fréquemment la notation allégée, ici entre parenthèses i, j, ça veut dire je permute l'élément i avec l'élément j. Il convient de constater qu'avec cette notation, la permutation ij égale à la permutation ji. Ce groupe contient n-1 sur 2 transpositions notées AB. Les n-1 transpositions qui gardent un chiffre constant, par exemple ici 1, l'élément 1 est constant, à chaque fois je change 2 ou je change 3 et ainsi de suite jusqu'à n, j'en ai n-1 effectivement transpositions, eh bien ils sont des générateurs du groupe. Une permutation paire est décomposable en un nombre de transpositions paires et une permutation impaire est décomposable en un nombre de transpositions impaires. Je précise que la différence entre permutation et transposition, c'est que la première permet de changer plus que d'éléments, que deux éléments, alors que la transposition ne me permet de permuter que deux éléments ij. Je vous donne ici un exemple. Dans le groupe S3, eh bien, le groupe contient 3 factoriels permutations possibles, c'est-à-dire il a 6 éléments. Ces permutations possibles sont citées ci-dessous. Donc, vous avez 1, 2, 3. C'est la permutation neutre, je ne fais rien. Ou je permute une fois et je permute inversement la deuxième fois. Donc, la neutralité est une permutation qui est paire. Dans la deuxième permutation, 1, 3, 2, vous voyez que j'ai gardé un constant et j'ai permuté 2 avec 3. C'est une permutation impaire. Pourquoi? Parce que je n'ai utilisé qu'une seule transposition. La troisième permutation, 2, 1, 3, je garde 3 constants et je permute 2 avec 3, elle est impaire. La permutation de 3, 1, je permute 1 avec 2 et 2 met 3, c'est une permutation qui est paire et ainsi de suite. Donc je constate que j'ai 3 permutations paires dans ce groupe S3 et j'ai 3 permutations impaires. Maintenant, je viens définir un opérateur antisymétriseur A qui est 1 sur racine de n. Racine, le n factoriel n'est autre que le coefficient de normation, tout simplement. Je fais en sorte que ma fonction d'onde, après application de A, soit normée. Égale la somme de epsilon p fois p. Alors, les p, c'est tout simplement ces permutations-là, qui vont de 1 à 6, j'en ai 6. Et le epsilon p, c'est un coefficient qui vaut 1 pour toutes les permutations paires, à savoir ici P1, P4 et P5, et qui vaut moins 1 pour toutes les permutations impaires, c'est-à-dire ici P2, P3 et P6. Donc, si je viens dans cet exemple-là constituer mon antisymétriseur, il vaut 1 sur racine de 6, qui est le coefficient de normation. Toutes les permutations 1, 4, 5 sont affectées d'un signe plus, qui est la signature positive des permutations paires, et toutes les autres permutations impaires, je leur affecte un signe moins. Toute application de A à une fonction d'onde, elle deviendra une fonction d'onde qui est antisymétrique. Quelques propriétés intéressantes de A. Si Q est un élément de Sn, c'est-à-dire si Q est une permutation quelconque de Sn,
Alors Q fois A revient à multiplier par la signature de Q tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme A est un antisymétriseur, ça veut dire lui, de toute façon, ma fonction devient antisymétrique par rapport à toute permutation. Donc si Q est une permutation qui est paire, eh ben, elle ne changera rien. Si Q est une permutation impaire, eh ben, elle multipliera tout simplement par un signe moins. La petite démonstration est très simple. Je vais ici considérer une fonction d'onde psi qui est antisymétrique. Pour cela, psi est obtenu par application, vous voyez, de A sur une fonction d'onde phi est quelconque. Maintenant, je viens appliquer Q sur psi, donc c'est Q fois A fois psi. Et comme A phi est déjà antisymétrique, l'application de Q, eh ben, elle est tout simplement réduite à sa signature. D'accord? Donc, et dans la dernière étape, je viens tout simplement remplacer A phi par son expression psi. Donc, pour résumer, si Q est une permutation paire, l'application de Q sur psi laisse psi inchangé, Q psi égale psi. Et si Q est impair, Q fois psi égale à moins psi. Le résultat de l'action de l'opérateur A sur la fonction psi est une fonction antisymétrique par rapport à la permutation de deux électrons. La deuxième propriété, c'est tout simplement le A carré, c'est collinaire à A. Ça rappelle un peu le projecteur, c'est-à-dire l'antisymétriseur, vous l'appliquez une fois, votre fonction d'onde est antisymétrique. Ça ne sert à rien de l'appliquer une deuxième fois. La fonction est déjà antisymétrique. On peut facilement montrer que A est hermétique. Et finalement, tous les opérateurs ayant une signification physique sont symétriques par rapport aux permutations des électrons. Pour nous, la seule distinction des électrons, c'est leur spin. Autrement, c'est des particules qui sont indiscernables. Si Q est un opérateur quelconque, eh bien, il commute avec l'antisymétriseur, c'est-à-dire le commutateur de A fois Q égale à A0. Donc, il est facile de voir ça parce que tout simplement, si A est un antisymétriseur, son application de A sur psi est une fonction qui est symétrique. Comme Q est symétrique par rapport à A psi, eh bien, vous l'appliquez avant, vous l'appliquez après, ça ne changera rien. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer.